Bonjour les amis, bienvenue sur Charm Stories. S'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne et partagez les histoires avec les autres. Et n'hésitez pas à appuyer généreusement sur le bouton j'aime. Plongeons maintenant dans l'histoire. La fille qui rêvait les berceuses des toits en tôle ont tissé l'enfance d'Adiz en une étoffe douce et durable. Dans le silence du soir à Enugu, elle s'allongeait près de la fenêtre, traçant des constellations tandis que l'aiguille de sa mère chuchotait à travers le tissu. La maison sentait l'amidon et l'huile de palme, la poussière de craie de l'échiquier de son père, et la pluie qui s'infiltrait par les persiennes cassées. Elle apprit que le silence pouvait être un héritage, celui qui vous laisse entendre votre propre cœur. Les couloirs de l'école étaient bruyants de moqueries, mais elle trouva refuge dans les marges et les croquis. Elle dessinait des calices d'hibiscus et des toits sur un visage qu'elle n'avait pas encore rencontré. Le jour où des brutes la bousculèrent près des étals du marché, un garçon s'interposa, le dos droit et un sac tenu comme un bouclier. Il parlait peu, son calme parlait pour lui. Elle rentra chez elle sous la pluie avec lui, les flaques brillant comme des pièces de monnaie sous les néons, et décida que la gratitude pouvait devenir un fil si on ne le coupait pas. Il s'appelait Chic, apprenti chez un oncle qui vendait des pièces détachées. Ses mains étaient de petites cartes de graisse et de promesses. Il ne cherchait pas l'attention du monde, mais il remarquait quand elle grimaçait sous le poids d'un solo ou quand elle cachait une mèche de cheveux derrière son oreille. Les soirs où le transformateur éteignait les lumières, il partageait du maïs grillé et des histoires qui n'essayaient pas d'être plus grandes qu'elles ne l'étaient. L'amour arriva comme un temps patient. Ses parents appréciaient ce garçon qui rendait les bols lavés et saluait correctement les aînés. Sa sœur, Amara, observait tout, rire et parfum, et les qualifiait de « doux comme des mangues trop mûres ». Adiz riait aussi et choisissait de ne pas entendre la graine de fer dans le compliment. Son père lui apprit les fins de partie, expliquant que certaines victoires ressemblent à de l'attente et que certains problèmes cèdent à la patience. Elle s'exerçait à déplacer les pions comme s'ils étaient des prières, avançant d'une case à la fois. Sa mère racontait des contes où la loyauté survivait aux tempêtes, et Adiz décida très tôt qu'une promesse silencieuse pouvait être plus forte que les tambours. Quand la pluie battait le zinc, elle en suivait le rythme et imaginait un avenir bâti avec des outils patients, balais, aiguilles, cahiers, des instruments ordinaires transformés en cérémonie par les mains qui les tenaient. Elle voulait un amour qui bouge ainsi, utile, constant, revenant chaque soir avec le temps dans ses cheveux et une histoire dont elle connaissait déjà la fin. Sourire de sœur, les murs partagés vous apprennent la grammaire de la respiration d'une autre personne. Adiz apprit les rythmes d'Amara comme on apprend les prix du marché, par la répétition et la surprise. Amara se mouvait avec le décor, les miroirs l'aimaient. Elle nouait des rubans dans les cheveux d'Adiz quand elles étaient petites, la défendait d'un regard qui pouvait couper du fil de fer, et chorégraphier leur marche vers l'église pour que la rue ne puisse s'empêcher de regarder. Quelque chose changea lorsque Chic commença à attendre devant le portail les samedis soirs. Les compliments d'Amara acquirent une seconde lame. Elle serrait Adiz contre elle pour la poudrer et murmurait que Chic était un trophée qui pourrait préférer les paillettes. Elle s'appuyait contre les encadrements de porte lors de ses visites, le rire dans un registre qui faisait tourner les têtes des voisins. Les dîners de famille acquirent une nouvelle électricité, la main d'Amara effleurait sa manche en passant le poivre, et Adiz classait ce moment comme une chorégraphie accidentelle. Leur mère croyait que la tension était un vent et qu'elle passerait. Leur père croyait que les victoires silencieuses perduraient. Adiz croyait les deux. Elle apprit à ignorer la façon dont les yeux d'Amara s'attardaient une demi-seconde de plus que ne l'exigeait la courtoisie, car la sororité avait été une maison sans porte verrouillée. Quand la jalousie est une petite braise, elle ressemble à de la chaleur, elle la prit pour la lueur d'une bougie. Les nuits où Amara rentrait tard, le parfum l'annonçant avant même le cliquetis du loquet, elle s'asseyait sur le bord du lit d'Adiz et parlait de prétendants qui étaient presque des histoires, de fêtes où la musique meurtrissait les murs. Elle posait des questions oiseuses sur les projets de Chic, jusqu'où il voulait étudier, si l'ambition dépasserait l'affection. Adiz pensait que c'était de la curiosité avec un accent de sœur. La remarque où elle espérait qu'Adiz, pourrait le garder, fut enveloppée d'humour et rangée là où va le malaise quand il ne veut pas se quereller. Des années en fleurs, le temps développa une routine, puis une texture. Adiz et Chic louèrent un appartement qui gardait le soleil de l'après-midi comme un ami qui s'attarde, et le transformèrent en une carte de leur petite industrie. Il partait tôt avec le cœur des receveurs de bus au dehors, revenait tard avec la ville accrochée à sa chemise. Elle marquait les calendriers pour les clientes de l'étal de tissu, apprit la patience des mesures et l'art d'écouter les femmes qui voulaient des robes pour plaider en leur faveur. Les soirées construisirent un programme de météo domestique. Les Gusy mijotaient pendant que les animateurs de radio débattaient de politique.
Il aiguisait les couteaux sur une pierre et lui parlait de moteur, de roulement, de la satisfaction du métal obéissant à la main. Elle lui parlait de mariés qui respiraient plus facilement quand la dentelle coopérait, de mères qui exigeaient des miracles des coutures. Il nommait des enfants en théorie et gardait les noms sur papier comme des oiseaux qui pourraient un jour se poser. Amara venait plus souvent pendant les heures où Addis était encore au travail. Elle laissait des signatures de gloss sur les tasses et un arrière-goût de rire dans la pièce. Le sourire de Chic devint prudent en sa présence. Addis l'interpréta à tort comme de la politesse envers une sœur qui aimait le théâtre. Il est difficile de soupçonner la trahison dans une maison que l'on est encore en train de meubler. Les dimanches étaient pour l'équilibre. L'église, puis le riz, puis une promenade. Chic s'arrêtait au kiosque pour acheter des chocolats bon marché qu'il faisait passer pour des importations, et elle faisait semblant de le croire, car faire semblant est parfois un autre mot pour la tendresse. Il promettait l'éternité par de timides versements pratiques. Elle répétait la promesse dans le dialecte silencieux des tâches accomplies et des prières murmurées dans l'été d'oreiller. Si des fissures se dessinaient sous les mailles, elle ne se penchait pas pour les voir. L'amour lui avait appris à laisser passer certaines ombres sans torche. La demande en mariage dans leur famille, les anniversaires étaient des répétitions de gratitude. Pour son 27e, Ngozi l'enleva avec un bandeau sur les yeux et un fou rire, la déposant dans un restaurant au sommet d'une colline où Enugu déployait son collier de lumière. La soirée sentait la pluie en répétition. Chic portait une veste qui tentait d'être formelle et un sourire qui avait appris la nervosité. Les serveurs se déplaçaient comme de la ponctuation. Il y eut un gâteau décoré d'un glaçage à l'hibiscus, une chanson chantée timidement par des inconnus, et un souvenir d'années rassemblés dans un bol. Chic parla de la constance comme d'un artisanat qu'il respectait. Il parla d'économie et de pères qui vous apprennent à vous débrouiller jusqu'à ce que le mot « débrouiller » devienne une fondation. Puis il posa un genou à terre avec le sérieux d'un mécanicien révisant un moteur récalcitrant. Une boîte en velours rouvrit la pièce. Les applaudissements s'élevèrent, les lumières acquiescèrent, et Addis sentit le sol décider de la retenir. La bague glissa sur son doigt avec l'aisance de quelque chose mesuré par la foi plus que par le métal. Elle vit les visages de ses parents s'épanouir à son retour. Sa mère enroula des prières autour de son cou comme du corail. Son père déplaça une pièce d'échec comme si c'était aussi une bénédiction. Amara arriva en soi, la serra fort dans ses bras et loua la taille de la pierre avec un intérêt qui scintillait. Elle versa du vin et raconta l'histoire d'un homme qui avait failli la demander en mariage à Port-Harcourt mais n'avait pas pu s'offrir le courage. Elle rit de ce souvenir, un petit son avec une pointe d'amertume. Plus tard, dans le miroir, Addis s'exerça à signer son nouveau nom dans l'air, tandis qu'ailleurs, Amara, éveillée, mesurait ce que les applaudissements faisaient sur la peau de quelqu'un d'autre et se demandait si le scénario pouvait être réécrit pour se terminer différemment. Le compte à rebours une fois le mot « mariage » prononcé, le monde se multiplie en liste. Tissu d'abat, une salle assez grande pour recueillir les promesses sans écho, un photographe capable de capturer la joie sans aveugler, de petites décisions qui devinrent une cité de décisions. Addis s'y déplaçait avec application. Elle choisit une dentelle qui retenait la lumière comme un secret poli. Elle négocia des réductions et fit semblant de ne pas entendre les vendeurs insister sur le fait que le destin exige des améliorations. Chic s'occupa des plans de table et buvait à son téléphone comme à un puits. Les notifications devinrent son second pouls. Quand elle l'interrogeait sur le froncement de sourcils qu'il ramenait à la maison, il pointait les délais et les chaînes d'approvisionnement qui oubliaient leur manière. Elle accepta la réponse car l'anxiété porte souvent les vêtements de la responsabilité. Amara se porta volontaire comme si la générosité était une audition. Elle inspecta les palettes de couleurs avec un regard de règle, déclara que l'or devait être plus riche, que les arrangements floraux avaient besoin de plus de volume, que le couple devait se comporter comme des gens avec un avenir qui n'était pas bon marché. Elle parlait de goût sur un ton qui transformait le goût en jugement. Lors des essayages, elle se tenait trop près des miroirs, s'exerçant à des sourires spontanés dans leurs reflets. Dans les moments où Chic et Amara échangeaient un regard qui arrivait et repartait rapidement, Addis mettait cela sur le compte de la chorégraphie des pièces bondées. Elle se disait que la tension est le péage que les mariages exigent, que l'amour reste stable sous la théâtralité. Les nuits se raccourcirent, les prières s'allongèrent. Parfois, elle se réveillait et le trouvait en train d'envoyer des SMS dans la salle de bain, la lumière un carré sous la porte. Il souriait à son retour et disait « Logistique, toujours la logistique », et elle résolut de faire confiance, car la confiance était la maison qu'elle avait choisi d'habiter. Matin de noces, le matin arriva dans une robe d'or de l'harmattan. Le miroir recueillit les visages, la mariée, les mères,
la maquilleuse portant la concentration comme une couronne. La maison résonnait comme une célébration essayant de se tenir avec grâce, les marmites consentant à bouillir, les tantes accordant leurs conseils, les cousins photographiant tous ceux qui restaient immobiles. Addis était assise, les mains jointes, respirant comme si le souffle pouvait être entraîné. La robe était un nuage avec une colonne vertébrale, tout en tendresse au-dessus d'une architecture d'os et de fils de fer. Sa mère ajusta le voile et murmura des instructions sur la patience déguisée en poudrage. Dehors, le convoi répétait son impatience à coups de klaxon. Le témoin envoya un SMS joyeux assurant que le marié était en avance et calme. Addis trouva une trace de soulagement et l'épingla près de son décolleté. Amara entra dans un satin champagne qui traitait la lumière comme un partenaire. Ses lèvres portaient une teinte que la pièce respectait. Elle brossa une peluche imaginaire de l'épaule d'Addis et admira ce qu'elle appela « le triomphe d'une bonne couturière ». Le compliment atterrit avec un poids qui ne pouvait se mesurer en tissu. Pendant une seconde, leurs regards se croisèrent dans le miroir. L'une voyait une ligne d'arrivée, l'autre une couronne pas encore récupérée. La maquilleuse fredonnait un air de gospel. Des amis tentèrent des blagues qui promettaient de briser la tension mais ne faisaient que la plier. Addis s'exerça à marcher dans sa tête, l'allée comme une rivière, l'hôtel comme une rive. Elle imagina Chic attendant avec cette économie de posture familière, celle qui disait qu'il était arrivé et ne partirait pas. Elle décida que ce serait son dernier matin en tant que fille et son premier en tant qu'épouse, et elle resta immobile pour que le moment ne se meurtrisse pas. La marche vers l'éternité, l'église abritait la chaleur et l'attente sous un même toit. Les ventilateurs bougeaient comme des papillons synchronisés. La flore et le tissu conspiraient pour rendre la beauté inévitable. Quand les portes s'ouvrirent et qu'Addis entra au bras de son père, une vague de son s'éleva puis se disciplina en un silence respectueux. Les pétales arrangeaient l'obéissance sous ses pieds. Chic attendait, costume crème précis, boutonnière fidèle. Son sourire, cependant, arriva avec une question cachée derrière. Addis l'interpréta comme de la nervosité et ajusta sa grâce en conséquence. Les objectifs des appareils photo buvaient la lumière, un enfant rieur de propos, l'orgue tissait la solennité dans l'air. Elle sentit la poigne de son père ferme, la pression des années dans sa paume. À l'hôtel, la main de Chic rencontra la sienne avec la température d'un bol en acier inoxydable, frais, fonctionnel. La voix du pasteur contenait des rivières. Il parla d'alliance et des mathématiques de deux devenant un sans reste. Les vœux apparurent au bon moment, les alliances répétèrent leur petite orbite. Pourtant, le regard de Chic ne cessait de se diriger vers une porte latérale, comme si un coursier pouvait surgir avec des nouvelles sur des boulons et des roulements. Il chuchota au témoin, qui hocha la tête avec un visage qui essayait d'être un meuble. Puis Chic se racla la gorge au mauvais endroit du script et demanda doucement, un moment. Le mot « moment » parcourut le bâtiment comme un papillon de nuit, l'attention le pourchassant. Il recula, ajusta des poignets qui n'avaient pas besoin de correction et se tourna vers la porte latérale. L'allée se rouvrit pour lui, un privilège qu'elle n'avait pas été conçue pour accorder. Addis sentit les bancs se pencher. Elle pensa qu'il allait se ressaisir. Elle pensa beaucoup de choses jusqu'à ce que la porte l'admette et ne le lui rende pas silence dans l'allée. Le silence ne signifie pas l'absence de bruit, c'est ce qui reste lorsque les mots perdent leur autorité. L'orgue ralentit jusqu'à la confusion et s'arrêta. Le pasteur fit signe de patienter. Les invités inventèrent des théories avec leurs sourcils. Addis se tenait là où les mariés sont censés se tenir et comptait ses respirations, car compter peut imiter le contrôle. Son père garda son bras tendu comme une rampe. Il murmura que tout irait bien, que les hommes sont parfois brièvement avalés par leurs pensées et reviennent plus sages. Elle voulait y croire, car la croyance est une habitude apprise jeune. Amara se leva de son banc avec un visage qui jouait une préoccupation extravagante et se dirigea vers la sortie. Le témoin étudia le sol comme un étudiant évitant une question difficile. Les minutes s'étirèrent, arrogantes et longues. Un bébé pleura. Un téléphone quelque part refusa de se taire jusqu'à ce que son propriétaire se souvienne de la honte. Le pasteur suggéra une pause pour que l'air puisse reprendre son travail. Addis attrapa le bouquet comme si les fleurs pouvaient donner des instructions. Elle se tourna vers la porte, le voile respirant avec elle, et sentit un couloir Dieu la suivre. Dehors, la chaleur négociait avec la poussière et le jour faisait comme si rien n'avait basculé. Elle se dit qu'elle trouverait Chic en train de réarranger son courage. Elle répéta les phrases qu'elle utiliserait pour le rappeler à l'hôtel. Le devoir tenait sa colonne vertébrale droite. L'église derrière elle bourdonnait de théories comme des frelons.
Elle marcha, chaque pas une décision, ne comprenant pas encore qu'elle passait de la cérémonie à la révélation et que le sol avait modifié son contrat avec ses pieds. La clé de l'hôtel, le hall de l'hôtel fabriquait de la fraîcheur et croyait à sa propre performance. Le personnel en uniforme se déplaçait avec la modestie de fantômes bien entraînés. La robe d'Addis frôla le marbre, attirant l'attention. À la réception, elle demanda une clé de rechange d'une voix qui aurait préféré être celle de quelqu'un d'autre. La réceptionniste cligna des yeux devant l'apparition d'une mariée seule à midi, mais trouva son professionnalisme dans un tiroir et lui tendit la carte en plastique à 2 mains. Les ascenseurs n'aiment pas la hâte. Celui-ci prêchait la patience à la seconde. Elle regarda les chiffres monter comme un cœur réticent et ajusta son voile car cela donnait du travail à ses mains. Son reflet dans la paroi métallique ressemblait à une histoire racontée trop vite. Sur la moquette du couloir, un motif floral se répétait jusqu'à ce que la foi se dissolve en répétition. Elle imagina trouver Chic arpentant la chambre, les excuses débordant comme l'eau d'une casserole laissée sans surveillance. Elle imagina un rire qui restaurait l'oxygène. Quand la carte glissa dans la serrure, la lumière devint verte avec l'indifférence des machines qui ne lisent pas le contexte. La suite sentait légèrement un parfum qui ne consultait pas sa mémoire. La climatisation exhalait de l'assurance. Les rideaux reposaient en plis coûteux. Un son s'éleva de la chambre, doux et sans hâte, un rire qui savait où il était. Le temps se figea. Addis avança parce que c'est ce que font les corps quand la vérité approche déguisée en une porte ordinaire. Elle toucha la poignée, sentit sa démocratie, et poussa. La pièce se tourna et la regarda sans bouger. Ce qu'elle vit organisa sa vie en un avant et un après avec une efficacité brutale. La trahison en blanc, les draps étaient devenus un paysage où la loyauté n'habitait pas. Chic était à moitié sous eux, les cheveux dérangés par des mains qui n'étaient pas les siennes, la poitrine se soulevant avec le souffle surpris d'un homme réarrangeant ses masques. À côté de lui, Amara se redressa lentement comme si elle se réveillait dans une pièce de théâtre où elle connaissait chaque réplique. Son rouge à lèvres était d'un rouge qui déclarait la victoire et niait ensuite avoir dit quoi que ce soit. Pendant une seconde, personne n'appartenait à son corps. Puis le sens revint. Addis sentit la bague à son doigt devenir lourde, une petite planète à la gravité cruelle. Elle recula jusqu'à ce que l'armoire l'arrête. Un miroir lui offrit une image qu'elle ne pouvait reconnaître, une femme costumée en mariée, les yeux excavés jusqu'à leur fondation. Chic chercha des mots qui n'obéiraient pas. La bouche d'Amara s'inclina comme le font les bouches quand elles décident que l'honnêteté est facultative. Amara dit que certaines histoires sont mal distribuées, qu'elle n'avait fait que corriger une erreur de l'univers en remettant Chic à la mauvaise sœur. Elle ajouta que la passion ne respecte pas les calendriers et demanda, presque poliment, si Addis s'attendait à ce que la loyauté survive à la chimie. Chic ne contredit pas. Il regarda plutôt la fenêtre comme si l'évasion pouvait être assemblée à partir de verre et de ciel. Addis s'entendit demander, pourquoi, d'une voix qui ressemblait à une pièce que personne ne visite. La réponse n'arriva pas, seulement le haussement d'épaule de 2 personnes qui avaient confondu le désir avec le destin. Elle se retourna. Le voile s'accrocha à la charnière de la porte et résista comme une dernière main essayant de la retenir dans la scène. Elle le libéra sans cérémonie. L'air du couloir la rencontra comme un témoin. Quelque part, une machine à glaçons bourdonnait avec l'indifférence de l'équipement. Des chaussures qui avaient répété les pas de l'allée se disputaient maintenant avec la moquette. Le couloir sentait les agrumes et le détergent, comme si la propreté pouvait absoudre la scène derrière elle. Une femme de ménage passa avec un chariot, les yeux doux de la connaissance que les hôtels recueillent et ne confessent jamais. L'ascenseur mit son temps à arriver. Dans le chrome, elle étudia la trace de mascara qu'elle n'avait pas senti couler. Au rez-de-chaussée, un groom tendit la main pour stabiliser le voile qui traînait. Elle leva la main, déclina la gentillesse et continua de marcher dans un hall qui comprenait le spectacle mais pas ce genre de silence. La longue marche, la chaleur monte de la route en vagues lentes, celle qui estompe les distances et font douter l'horizon de lui-même. Addis avance à travers elle, dans une robe qui ne lui appartient plus, le tulle effleurant les caniveaux, le satin recueillant la poussière de la ville. Les vendeurs interpellent par-dessus des pyramides d'oranges. Un receveur de Danfo frappe le côté du bus et invite le destin à monter. Elle continue de marcher. Le bouquet a été abandonné dans une poubelle derrière l'hôtel, une petite explosion blanche parmi des sacs en plastique. Sans lui, ses mains se sentent indécises, alors elle entrelace ses doigts et stabilise sa respiration. Elle passe devant une femme qui tresse les cheveux d'un enfant sur un tabouret bas. La petite fille regarde, les yeux écarquillés.
La mère murmure que les histoires d'amour sont longues et que le chapitre du mariage n'est pas toujours celui où vit la joie. Aziz n'entend que la cadence. Dans sa tête, la chambre d'hôtel se répète, non pas en images mais en poids. L'inclinaison d'une bouche qui riait autrefois de ses blagues, l'immobilité d'une sœur qui traite le triomphe comme un souffle. Le marché la reçoit comme une rivière aux rives impatientes. Un boucher lève son couteau et hoche la tête comme si n'importe quelle femme en blanc pouvait finir par apparaître. Des vendeurs ambulants proposent de l'eau en bouteille comme une absolution. Elle en achète une et boit trop vite, le froid descend dans sa gorge avec la discipline d'un garde de nuit. Quelqu'un plaisante en disant que le marié a dû s'évanouir de beauté. Des rires fusent. Elle serre un sourire en forme de politesse et continue son chemin. À un carrefour, elle s'arrête sous un panneau publicitaire vendant des ciels de lune de miel retouchés pour se comporter. L'image semble obscène en plein jour. Un taxi ralentit, le chauffeur se penche pour dire que l'église est dans l'autre direction. Elle le remercie et décline. Les chaussures la blessent, les lanières sculptant la leçon du jour dans ses chevilles, mais la douleur l'organise en mouvement. La mémoire essaie ses vieux trucs, le parapluie, l'échiquier de son père, les rires. L'après-midi où Amara a apporté des tourtes à la viande et un sourire fraternel pour aider à peindre le salon. Elle lui offre même la bague sur son trône de velours. Elle laisse passer les scènes comme des bus dont elle a dépassé l'itinéraire. Là où la ville s'amincit et où les maisons se souviennent de respirer, le silence devient bruyant. Un lézard fait une pompe sur un mur fissuré comme pour saluer l'endurance. Elle s'assoit sur un muret pour se ressaisir. Un homme balayant le devant d'une pharmacie la salue avec l'aisance qu'on réserve à la pluie. Il lui demande si elle a besoin d'un téléphone. Elle dit qu'elle en a un et ne lui fait pas confiance. La conversation fleurit dans sa tête, des arguments répétés pour un public qui ne mérite pas d'y assister. Les phrases se rassemblent avec des arêtes nettes. Tu ne m'as pas seulement fait du mal, tu as fait de ma confiance un spectacle, tu as transformé un vœu en un défi. Un autre jeu de phrases se forme pour sa sœur. Nous étions deux dans cette pièce bien avant que j'ouvre la porte. L'une n'arrêtait pas de laisser tomber des miettes de faim comme une piste, je les balayais parce que j'aimais la personne qui les laissait tomber. Les lignes refusèrent de devenir air. Des enfants dévalent d'une cour, poursuivant un ballon en plastique qui a perdu sa rondeur mais pas son but. L'un d'eux crie que la mariée est en retard pour sa propre fête. Dans son esprit, elle le corrige, la fête s'est terminée à l'heure, c'est l'histoire qui refuse de coopérer. Elle se lève et marche de nouveau, la robe chuchotant contre le béton dans un dialecte d'excuses. Au moment où le quartier devient familier, le soleil a exhalé une partie de sa colère. Elle reconnaît le manguier qui lui a autrefois offert ses fruits, le kiosque où le propriétaire tient un cahier de paiement différé et de confiance. Un chien aboie pour annoncer que rentrer à la maison est toujours une déclaration. Elle pense au bras de sa mère et à l'échiquier de son père et ressent le soulagement et la peur se disputer sans vainqueur. Le portail de la maison de ses parents apparaît enfin, patient et ordinaire, attendant de décider s'il est encore un portail ou une étreinte. Elle lève le loquet, laisse la charnière annoncer le retour, et entre dans l'ombre où le souffle d'une mer calme les tempêtes et où le silence d'un père apprend à retenir. Les larmes d'une mère, la véranda conserve l'arrière-goût de la célébration. Des chaises en rangée nette, des glacières empilées comme des tambours brillants, des rubans réticents à se faner. Sa mère est assise, royale dans son galet et son pagne, les mains jointes comme si elle cousait le silence. Quand elle voit la robe, elle porte une main à sa bouche, se lève avec soin et ouvre les bras. Aziz entre dans le refuge qu'elle a connu toute sa vie, talc, huile de palme et l'odeur propre du tissu séché au soleil. Le fredonnement dans la gorge de sa mère est plus ancien que le langage et 2 fois plus sûr. Il dit, respire d'abord, compte plus tard. Elle le fait. Son père se tient dans l'embrasure de la porte, le cafetan impeccable, la mâchoire serrée. L'échiquier sur une table d'appoint retient une discussion en pause. Un faux attend, des pions à mi-chemin. Il ne demande rien car une question blesserait. Ses yeux parcourent du bord du voile déchiré à l'ourlet poussiéreux, jusqu'à la stabilité d'une fille qui refuse de s'effondrer en public. Il hoche la tête une fois, disparaît dans le couloir et revient avec une bassine et une serviette, comme un soldat apportant de l'eau sur un champ de bataille. Les tantes se réarrangent sur les bords de la pièce, leur voix baissant au ton utilisé lors des veillées funèbres. L'une commence à décrocher des guirlandes, une autre s'inquiète d'un nœud sur une chaise avec l'agressivité délicate de quelqu'un défaisant un mauvais rêve. La cuisine sent le riz de fête qui refroidit en souvenir. Aziz s'assoit, la robe pliée autour d'elle comme un argument abandonné.
Sa mère s'agenouille, déboucle les chaussures et pose ses pieds dans une eau qui a appris à apaiser. Le froid monte le long de ses mollets et ordonne au système nerveux de reprendre ses fonctions. Les épingles commencent à libérer le voile. Chaque petit clic sonne comme une horloge se souvenant d'elle-même. Les mots arrivent, c'est qu'au début. Elle raconte sans broderie. Le hall, l'air parfumé, la porte, les deux silhouettes qui étaient autrefois l'avenir et le sang. Elle garde les yeux sur la bassine car les reflets sont plus faciles à regarder lorsqu'ils sont brisés par des ondulations. Les mains de sa mère s'arrêtent une fois, puis continuent avec une efficacité apprise au fil de décennies de tissus et de crises. Son père réapparaît à l'embrasure de la porte, la posture arrangée en patience. Il demande, sur le ton utilisé pour le triage, si un mal nécessite un médecin. Elle dit que le mal est fait de choix, pas de bleu. Il accepte le rapport d'une lente inclinaison de la tête et se poste comme un garde devant une infirmerie. Du fond de la maison, une porte se ferme avec intention. Amara est arrivée, l'air la connaît. La mère d'Adiz rassemble le voile, le plie pour que la dentelle repose sur elle-même plutôt que sur le jour, et le pose sur le bras du fauteuil comme si elle déposait un enfant endormi. Une tante se racle la gorge pour proposer une prière. Une autre recommande une réunion de famille où les aînés afficheront leur autorité comme un héritage. Son père répond que la prière est la bienvenue et que les réunions sont des théâtres où la vérité se cache derrière un costume. Les tantes se souviennent de courses à faire dans la cuisine. Sa mère l'appelle par son nom d'enfance, réservé aux nuits de fièvre et aux matins d'examen. Les syllabes réarrangent la pièce. Les larmes arrivent, pas celles de la scène, mais la saumure silencieuse qui apprend aux poumons à bouger. Sa mère les reçoit avec l'immobilité exercée d'une sage-femme. Elle ne dit pas « sois forte », elle devient simplement une structure où la force peut se tenir. La bassine se trouble. Adiz pense à l'arithmétique cruelle du jour. Les invitations imprimées, les chansons répétées, une vie fendue comme du bois. Elle pense à la main d'une sœur qui tressait autrefois et qui est maintenant une lame. Elle pense à un homme qui a pris la fin pour le destin. Son père s'assoit enfin, les coudes sur les genoux, la voix basse. Il dit que les filles rentrent à la maison pour de nombreuses raisons et que la porte garde un souvenir fidèle de chaque retour. Il dit qu'il y aura du temps pour compter les pertes, du temps pour rassembler les noms et choisir leur destin, mais que cette minute appartient au souffle. La maison obéit. Quelque part, un couvercle de casserole rencontre une casserole avec un clic respectueux. En bas de la rue, un générateur tousse et se met en marche, régulier comme un métronome. Sa mère lui sèche les pieds, lui huile les chevilles et les enveloppe dans un tissu doux comme si elle pensait des blessures invisibles à tous sauf à l'amour. Dehors, le soleil monte puis s'adoucit. À l'intérieur, une famille décide comment porter un jour qui refuse d'être soulevé par une seule personne. Sa mère lui presse un linge frais sur le front, un geste aussi vieux que les berceuses. Son père ne s'écarte que pour revenir avec un châle, le drapant sur ses épaules. Silencieuse, Adiz laisse le fauteuil la soutenir, et la maison respire avec elle jusqu'à ce que la pièce se souvienne comment être un foyer. La défense des sœurs Amara entre et la température de la pièce change, comme une cuisine se transforme quand on ouvre la porte d'un four. Elle est nouée dans de la soie, les cheveux obéissants, le visage arrangé en un calme qui s'attend à ce que le monde accepte sa version des événements. Elle ne demande pas la permission de s'asseoir, elle s'assoit. Ses premières phrases arrivent emballées comme de la raison. Elle prétend que l'Église était un théâtre trop grand pour une petite vérité, que continuer aurait été de la cruauté, que l'amour découvre parfois une nouvelle voie à la dernière minute. Elle regrette la manière, pas la conclusion. De la cuisine, une tante laisse échapper un rire sec qui a coupé du verre pendant des années. Leur mère se lève avec soin, la pièce se levant avec elle. Elle ne crie pas. Ces mots font l'ascension. Elle dit que la famille n'est pas un buffet où l'on arrive avec de l'appétit et repart avec les poches pleines. Elle dit qu'Amara a pris plus qu'un homme, elle a pris la paume ouverte d'une sœur et l'a refermée sur du vide. La réponse d'Amara porte un sourire. Elle dit que les hommes ne sont pas des meubles et n'appartiennent pas à la première personne qui pose la main dessus. Elle insiste, Chic a choisi. Elle est sur le point de dire « destin » et s'arrête juste avant, comme si le mot pouvait tâcher. Leur père parlait les meubles écoutent. Il leur rappelle le jour où Amara a défendu Adiz d'une insulte d'un voisin, la petite légende de deux filles soudées contre le monde. Il demande quand la protection s'est transformée en conquête. Il n'appelle pas sa fille une voleuse, il lui demande plutôt si elle connaît la forme de la chose qu'elle a prise. Il demande doucement, ce qui rend la question lourde. La confiance vacille chez Amara mais refuse de partir.
Elle entrecroise ses doigts et déclare qu'elle a toujours voulu ce qui est excellent, et que parfois l'excellence arrive avec la mauvaise étiquette. Elle a essayé de l'ignorer et a échoué. L'échec, dit-elle, a enseigné l'honnêteté. Dans le coin, l'échiquier semble s'incliner vers la fenêtre, comme si même les pièces sculptées reconnaissaient le mauvais temps. Addis écoute. Les mots nagent autour d'elle comme des poissons évitant les filets. Elle imagine la scène comme une photographie légendée d'une écriture soignée. Salon, 2 filles, l'une vêtue de ruines, l'autre de soie, une mère contenant le tonnerre, un père façonnant la colère en un outil. Quand elle parle enfin, c'est un simple fait posé sur la table pour que l'héritier l'examine. La personne qui a partagé un lit d'enfant avec elle a aussi partagé le lit destiné à sa nuit de noces. La phrase se tient sans décoration ni pitié. Amara tressaille, petit et vrai, puis se reprend. Elle suggère que la culpabilité est une paroisse avec trop de fidèles et que l'équité est un article. Chic, ajoute-t-elle, était le plus craintif, le plus confus. Il avait besoin de quelqu'un d'assez courageux pour annoncer la vérité. La bravoure qu'elle revendique est posée sur la table comme un trophée qui n'appartient à personne. Les doigts de leur mère tremblent une fois puis se stabilisent. Elle dit à Amara que l'envie est un miroir qui ment. Il vous dit que vous mourrez de faim tout en mangeant dans l'assiette de quelqu'un d'autre. Il rend les 2 sœurs minces. Elle demande où Amara a l'intention de manger maintenant. Amara répond qu'elle se débrouillera, elle l'a toujours fait. Un verre sur la table d'appoint trouve le sol et brise le silence comme il se doit. Les tantes reviennent, attirées par le bruit, mais leur père met fin à la réunion comme un arbitre qui en a assez vu. Il dit que la maison n'accueillera pas une seconde blessure. Il demande à Amara de partir avant le soir pour que les murs puissent apprendre à contenir une seule peine à la fois. Amara se lève, resserre le nœud de sa robe et teste une dernière phrase destinée à tout expliquer plus tard, quand on la racontera. La phrase refuse de servir. Elle sort, le menton conscient de sa posture. Addis regarde l'embrasure de la porte longtemps après que sa sœur a disparu. Dans le silence qui suit, sa mère ramasse les éclats et les dispose sur un plateau, car même les choses cassées méritent de l'ordre. Son père s'agenouille pour aider et trouve son reflet dans un triangle de verre. Il le retourne. La mère dit que les verdicts sont pour les tribunaux et qu'aujourd'hui est pour le souffle. La maison expire ensemble. Addis sent la douleur se réorganiser en quelque chose de moins sauvage. Contenu. Elle réalise que la partie la plus difficile de la conversation est terminée. La partie où la vérité est dite dans la même pièce que l'amour et où aucun des deux ne décide de partir. La pièce se stabilise. Nuit sans sommeil, le deuil reconfigure les heures. Minuit apprend le chemin de son lit et s'assoit au pied jusqu'à ce que l'aube le persuade de bouger. Addis découvre que le plafond a une géographie. Elle cartographie des continents d'humidité et nomme de petites villes où le repos pourrait vivre. Le téléphone s'allume et s'éteint avec des messages habillés de pitié ou de curiosité. Elle les laisse s'accumuler comme la poussière s'accumule sur une étagère quand le propriétaire a laissé son corps dans la pièce mais pas son attention. Elle essaie de travailler et apprend que les fermetures à glissière boudent sous des mains tremblantes. Les clientes parlent d'une voix qui joue la sympathie. Sa mère cuisine une soupe qui insiste pour être mangée. Son père balaie la cour à des heures indues avec un balai qui garde le temps. Les tantes, autrefois un chœur, reviennent en solo respectueux et repartent sans cérémonie. Le 3e soir, elle est assise à la table de la salle à manger, la robe pliée à côté d'elle comme une question enfilée. Elle découd une couture, puis une autre, un chirurgien inversant une décision. Le corsage s'adoucit. La mémoire tente d'utiliser l'odeur comme un courrier, elle refuse la livraison. Dans la pièce voisine, son père joue les 2 côtés d'une partie d'échecs et se dispute avec lui-même en silence, déplaçant les pions comme s'ils étaient des prières. Il ne l'invite pas à se joindre à lui. Il joue pour qu'elle puisse écouter quelque chose qui obéit à des règles. Le message de Chic arrive avec la lâcheté de la brièveté. Il s'excuse sans effort, essaie de condenser l'absolution en une seule clé. Elle lit une fois et efface. Amara n'écrit pas. Des photos dérivent à travers les pièces numériques. Le couple dans un restaurant essayant d'avoir l'air ordinaire, le couple dans un magasin où la lumière a été payée pour les flatter. Addis fait défiler une fois et ferme le navigateur avec le soin de couvrir une casserole. Elle ne se nourrira pas de fumée. Quand le sommeil refuse, elle raconte sans son à un public composé d'un moustique et d'un certificat encadré d'une formation à Port-Harcourt. Elle répète des futurs et rejette ceux qui exigent une vengeance publique. Sa colère veut un panneau d'affichage, sa dignité veut une porte qui s'ouvre vers l'intérieur.
La dignité gagne, non pas parce que la colère a tort, mais parce que la colère exige une scène et qu'elle a pris sa retraite de ce théâtre. Sa mère lui rend visite à 2 heures avec un thé au gingembre et une parabole qui demande moins de foi que les Écritures. Le conte parle d'un tailleur qui a cousu une robe pour une mariée qui s'est enfuie avec un danseur. Le tailleur a porté la robe dans sa boutique pendant une semaine jusqu'à ce que le chagrin manque d'énergie, puis l'a vendue à une femme qui a décidé de s'épouser d'abord avant d'inviter qui que ce soit d'autre. Addis sourit de l'audace et dit que le tailleur avait raison. La mère ajoute que le tissu survit aux ciseaux et que les gens survivent aux décisions. Elle laisse la tasse et la pièce apprend à être douce à nouveau. À la 10e nuit, le sommeil revient par petites portions négociables. Les rêves essaient d'introduire en contrebande des visages familiers portant des fins morales différentes. Elle se réveille et refuse de négocier. Le matin, elle marche pendant que la ville répète sa gentillesse. Elle croise des couples pratiquant la chorégraphie de l'éternité et ne ressent aucune envie, seulement de la curiosité sur la façon dont les promesses survivent à la lumière du jour. De retour à la maison, elle ouvre l'armoire et choisit des vêtements de travail qui peuvent garder leur forme sous les intempéries. Elle enfile une aiguille et découvre que ses mains ont retrouvé leur métier. Point par point, la panique se relâche. Le souffle va là où on lui dit d'aller. Elle ajuste l'ourlet de la robe d'une cliente et avec lui le bord de sa blessure, faisant en sorte que les deux s'ajustent. Le coucher du soleil la trouve avec des coutures réparées et un morceau d'elle-même. Une visite du passé Ngozi s'annonce avec élan. Le coup à la porte porte la compétence. Quand la porte s'ouvre, la gosse semble entrer avec elle sous forme de parfum, de foulard et des yeux vifs de quelqu'un qui tient des calendriers. Elle voit la minceur sur le visage d'Addis et laisse transparaître une lueur de chagrin avant de la remplacer par l'expression d'une amie venue soulever un coin du fardeau. Elle s'assoit avec un thé qui refroidit trop vite. Ngozi demande l'histoire et l'accepte sans ajouter de sous-titres. Elle maudit non pas les gens, mais l'architecture de la lâcheté et la séduction du spectacle. Elle parle d'une cliente qui voulait des feux d'artifice lors d'une demande en mariage parce que l'amour est devenu un sport avec des juges. Elle dit que les meilleurs mariages qu'elle a planifiés étaient des mariages discrets où 2 personnes signaient pour cuisiner. Sa proposition arrive dans une enveloppe, une carte de visite et une adresse qui bourdonne. Il y a un poste dans son entreprise pour quelqu'un qui comprend la beauté comme un service plutôt que comme un théâtre. L'équipe, dit-elle, est une famille qui paie les salaires à temps. La ville est une forge, elle ne s'excuse de rien, elle affûte tout le monde. Addis écoute et sent le mot, la gosse, se dilater dans sa poitrine comme un poumon. Elle hésite parce que partir ressemble à une reddition. Le deuil aime être mesuré par la géographie. Ngozi anticipe l'objection. La guérison ne demande pas de témoins. Parfois, le plus courageux est de bouger là où les fantômes ont besoin de passeport. Le succès, ajoute-t-elle, est une langue qu'Addis parle déjà, elle a seulement besoin d'une ville qui lui répondra. Elle se promène dans la cour tandis que la lumière de l'après-midi relâche son emprise. Son père les rejoint près du papayer. Il pose des questions pratiques sur le logement, la sécurité, le prix de la nourriture qui se fait passer pour bon marché. Les réponses arrivent avec l'aisance de quelqu'un qui peut trouver un vendeur pour n'importe quoi en 2 appels. Il écoute et dit qu'une fille ne doit jamais se sentir obligée de rester là où sa joie a été expulsée. Il pose une main sur son épaule et presse une bénédiction dans l'os. Sa mère plie des pagnes en un paquet soigné et le place dans les bras d'Addis. Elle nomme le paquet « Voyage » parce que les mères savent comment transformer les objets en verbes. Les nouvelles villes respectent les gens qui arrivent sur leurs pieds avec un but, dit-elle. Le deuil devrait voyager brièvement, ne pas s'installer comme un locataire. À l'intérieur, la robe attend sur la chaise où la nuit l'a laissée. Addis s'approche comme on s'approche d'une photographie trouvée dans un tiroir. Au lieu de pleurer, elle commence à la défaire. Les coutures se relâchent sous ses doigts, les perles se rendent avec de petits soupirs. La robe devient des longueurs de soie et de dentelle qui peuvent devenir n'importe quoi d'autre. Une coiffe pour un enfant, une taie d'oreiller, une doublure pour une veste qui n'a plus peur du temps. Ngozi regarde sans interrompre. Le silence est une sorte d'applaudissement. Elle parle de logistique qui sonne comme de l'espoir. Une chambre près de sur Ulré avec un balcon, une ligne de bus qui se comporte bien la plupart du temps, une chorale qui a besoin d'une couturière pour sauver les robes de l'enthousiasme. Elle parle aussi de peur, car faire semblant de ne pas avoir peur est un costume qui fatigue celui qui le porte. Addis admet qu'elle a peur de ne devenir que la femme abandonnée à l'hôtel. Ngozi dit que la ville lui donnera de nouveaux noms, et qu'elle devrait choisir celui qui lui fait lever les épaules. Quand le soir frôle la cour, Addis plie ce qui reste de la robe dans une boîte.
Elle place la bague par-dessus, non pas comme une relique mais comme un métal prêt à être fondu. Un couloir s'ouvre en elle, étroit mais éclairé. Elle pense au hibiscus bordant un chemin qu'elle n'a pas encore parcouru. Elle imagine un travail qui la fatigue pour des raisons honnêtes. Son père retourne à l'échiquier et avance un pion d'une case. Il dit que le mouvement semble petit et ne l'est pas. Sa mère sert du jollof qui refuse de laisser le deuil gâcher l'appétit. Ngozi fait jouer ses relations et trouve un chauffeur. Elle dit à Addis que la ville n'attend personne, c'est sa bénédiction. La nuit arrive et ne s'assoit pas au pied du lit. Elle se tient à l'embrasure de la porte, reconsidère et s'en va. Addis prépare un petit sac avec des vêtements qui se souviennent de la joie et des outils qui transforment le tissu en cérémonie. Elle dort sans négocier et se réveille avec la certitude raisonnable que la douleur ne dictera plus le scénario. Le matin sera pour le voyage, la semaine pour apprendre les itinéraires, les mois pour construire. À la fenêtre, elle regarde Enugu expirer. Le ciel semble fraîchement lavé. Quelque part, un coq se lasse de ses propres annonces. Elle touche la boîte, presse le châle sur ses épaules et se laisse imaginer un premier jour qui commence avec des clés et se termine avec une carte. Elle reste assise un moment de plus sous l'ombre mince du papayer, échangeant le genre de plan qui transforme la peur en chorégraphie. Ngozi esquisse un calendrier sur un bout de papier, les cases devenant des tremplins. Première semaine, s'installer, deuxième, observer l'organisatrice principale, troisième, prendre en charge un petit événement. Addis imagine ses mains arrangeant des fleurs qui écoutent, des tables qui ne vacillent pas, des échéanciers qui se comportent bien. La pensée la rassure. Quand elle se lève, le sol semble moins comme du verre et plus comme un plancher. Même le vent semble avoir réappris son nom. Aujourd'hui. Une nouvelle ville. Lagos approche comme une fanfare qui refuse de prendre le pouls d'un étranger. Depuis la banquette arrière de la voiture de l'ami de Ngozi, Addis regarde les ponts se dérouler, l'eau porter le ciel comme un plateau, les panneaux publicitaires se disputer comme des cousins à Noël. Les dents faux slalom avec arrogance. L'air garde ses secrets dans le diesel et le sel. Elle tient un sac en toile, aiguille, craie, ruban, une armée qui a toujours obéi à ses mains. L'appartement de Surulré est un couloir de brise et le genre de lumière qui pardonne. Le propriétaire, un homme dont les sourcils font l'essentiel de sa conversation, désigne le compteur prépayé comme une morale et dit que Lagos ne respecte que ceux qui la respectent en premier. Elle hoche la tête et signe. Le balcon étudie une rue où des vendeurs ambulants équilibrent des royaumes sur leur tête. Quelque part, un générateur teste son courage. Le travail commence par l'observation. Le bureau de Ngozi bourdonne au-dessus d'une imprimerie qui sent l'encre et les déclarations. Le personnel porte des porte-blocs et la conviction qu'un échéancier est un animal vivant. Addis suit Madame Busy, une organisatrice qui dirige le chaos avec deux doigts. Busy l'informe de l'étiquette de la ville pendant qu'elle roule, quels vendeurs livrent même lorsque les nuages répètent la catastrophe, quelles salles se comportent bien, quels hôtels font semblant de ne pas connaître leurs propres règles jusqu'à ce qu'ils soient graissés de compliments. Elle appelle cette connaissance, la météo. Pour sa première mission, une crise de bouquet refuse de rester petite. Les roses se noient quelque part entre Victoria Island et la mémoire. De nouvelles fleurs doivent être conjurées à partir de ce qui existe. Addis persuade une fleuriste dont la fierté porte un parfum bruyant de céder des pétales teints au soleil de l'arrière-boutique. Elle coupe des fils, persuade. Le soir, le bouquet est un petit sermon sur la résilience. La mère de la mariée annonce que quiconque a fait ce bouquet a sauvé la journée. Busy classe le commentaire sous « preuve ». Les soirées appartiennent au balcon et aux lampadaires qui s'arrangent comme des constellations empruntées. À côté, un saxophone s'exerce à des gammes devenant des excuses. Les enfants du rez-de-chaussée organisent des matchs de football avec un ballon qui proteste mais roule toujours. Addis déballe des liens de soie et de dentelle sauvés de l'ancienne robe et les transforme en petites grâces. Des thés d'oreiller pour un lit qui respecte le repos, un foulard pour les matins qui portent la météo de la veille, une pochette pour les aiguilles qui ne s'éparpilleront pas. Les conversations commencent à l'ancrer. Le gardien de sécurité à la coupe de cheveux de journal récite les gros titres comme s'il les avait édités. Une vendeuse de puff-puff insiste pour que les nouveaux arrivants prennent un morceau supplémentaire car la ville taxe le courage. Ngozi arrive avec des chips de plantain et des ragots sur une cliente dont les cousins traitent l'organisation de mariage comme de la politique. Le bureau apprend qu'Addis redessine les plans de table comme les tailleurs redessinent les patrons, défaisant les querelles avant qu'elles ne s'accrochent. Elle forme le personnel temporaire à porter les chaises comme si les chaises se plaignaient,
à nouer les serviettes comme si les serviettes avaient honte. Quand un générateur boude pendant un dîner de répétition, elle promène des bougies dans la pièce jusqu'à ce que la panne de courant ait l'air intentionnelle. Les invités insistent sur le fait que l'ambiance a dû être planifiée. Busy marmonne que certaines personnes sont faites de constance. Le dimanche, elle trouve une église qui chante des harmonies assez larges pour contenir la peur à une extrémité et le courage à l'autre. Le sermon sur la reconstruction après un incendie atterrit sans fumée. Un tailleur de rue hoche la tête quand elle passe. Le tissu reconnaît le tissu. À la fin du mois, la routine lui va comme un bon corsage. Elle se réveille avant l'alarme, s'étire dans une journée qu'elle a choisie, et dit au miroir que la dignité est une posture, pas une performance. Les nouvelles de Chic et Amara voyagent le long des lianes de WhatsApp, filtrées par le théâtre des cousins. Elle les laisse passer comme un trafic auquel elle ne se joindra pas, la gosse continue de l'entraîner dans l'art de l'attention. Les yeux sur la route, le souffle dans les côtes, les mains occupées par ce qui peut être fait et réparé aujourd'hui. Rumeurs de troubles, les ennuis arrivent comme un murmure portant du parfum. Dans l'office du bureau, une décoratrice, les coudes fleuris de paillettes, mentionne qu'un certain entrepreneur en technologie a été vu au bureau de l'EFCC, non pas comme donateur, ni comme invité. Un comptable se penche pour dire que les vendeurs courent après des factures qui tombent dans les poches. Les noms ne sont pas prononcés à voix haute, mais la forme du nom de Chic se déplace dans l'air comme une ombre familière. Addis verse du thé comme si la bouilloire avait besoin d'être persuadée et laisse la vapeur cacher son visage. Ngozi l'assoit près de la fenêtre ce soir-là et lui montre un titre. L'article parle dans la grammaire de « présumé » et « en cours », de font partie en voyage sans itinéraire, de partenaires qui ont découvert des directions distinctes. Une photographie surprend Chic et Amara quittant un bâtiment dans des vêtements qui s'efforcent trop d'être ordinaires. Le menton d'Amara offre toujours un défi. La bouche de Chic a la forme d'une phrase qui n'a pas réussi à persuader. Addis ne ressent pas de triomphe, mais une clarté détachée, la sensation de la pluie qu'elle n'a pas invoquée tapotant un toit sec. Le travail refuse les longues pauses. Une semaine d'événements insiste sur la mémoire musculaire. Un jeudi pluvieux, elle coordonne des fiançailles où l'oncle du marié parle pendant 20 minutes qui en deviennent 40. Elle baisse le volume du microphone jusqu'à ce que l'ennui ressemble moins à une punition. Elle retrouve le foulard d'une grand-mère quelques instants avant les photos. Elle restaure la foi d'un bambin dans le gâteau avec un cupcake passé en contrebande. Dans chaque petite crise, elle rencontre une version d'elle-même qui est plus dirigeante que victime. Les rumeurs s'épaississent en histoire. Un fournisseur prétend que l'entreprise de Chic a garanti une livraison qui a disparu sur l'océan des promesses reliant Lagos à partout ailleurs. Le coiffeur qui connaît la pression artérielle de la rue dit qu'une voiture a été saisie pendant que le gardien regardait comme au cinéma. Addis écoute comme on écoute la pluie sous un bon toit, consciente, indemne. Elle se dit que la Schadenfreude est un repas bon marché, elle a dépassé le stade du bon marché. Pourtant, il y a une douleur souterraine, un deuil pour le garçon qui l'a autrefois protégé d'une bagarre au marché, pour une gentillesse qui doit maintenant être archivée sous « exception ». Elle lui écrit une lettre qu'elle n'enverra pas, expliquant que la trahison ne brise pas seulement les cœurs. Elle brise le souvenir de la bonté, et cette fracture est la réparation la plus lente. Elle plie la lettre et la cache derrière un pot de fleurs comme si elle avait besoin de terre. Aux heures calmes, elle s'interroge sur Amara, sur un moteur qui fonctionne sous tension et qui a trouvé une route sans carburant. Elle se souvient d'un après-midi d'enfance où un voisin a accusé Amara d'avoir volé du rouge à lèvres et où Addis l'a défendu avec conviction. Elle se demande quand cette sœur est partie et quand cette autre est entrée avec le même visage. Elle ne s'y attarde pas longtemps, Lagos punit les rêveurs au carrefour. Un mariage sur un toit arrive sous un ciel qui se comporte bien. Les lumières jettent de l'or sur les visages, le DJ gagne son salaire, le couple danse avec l'économie de gens qui savent que la joie est un abri, pas un spectacle. Pendant le toast, un collègue se glisse à côté pour murmurer les dernières nouvelles. Compte gelé, un partenaire chantant comme un oiseau courtisé par l'immunité. Addis redresse un centre de table florale qui a dérivé, répond que les fleurs doivent apprendre leur place, et retourne donner le signal pour le couteau à gâteau. Le contrôle s'installe sur ses épaules comme une veste qui lui va enfin. Une invitation inattendue, l'enveloppe est crème et plus lourde que le papier ne le requiert. Elle arrive, adressée d'une écriture soignée, son nom orthographié comme si l'écrivain appréciait sa forme. À l'intérieur, une carte annonce un gala à Écho Atlantique, dont les bénéfices iront à une initiative dont les mécènes incluent une entreprise autrefois bruyamment mariée à celle de Chic. La soirée promet des enchères, des robes voyantes et le transfert d'influence d'un groupe de mains à un autre,
tandis que la musique se comporte admirablement dans le coin. La carte se lit comme une invitation et un test. Elle la pose sur son bureau jusqu'au soir et en parle à Ngozi, qui répond d'abord par un sourire, puis par un plan. L'entreprise a des clients qui y assistent. Il y a une table à gérer et une présence à maintenir. La présence, soutient Ngozi, n'est pas un détour mais un devoir. Certaines pièces sont plus saines lorsqu'elles sont occupées par des gens qui y ont survécu. Addis reconnaît le défi sous-jacent. Apparaître sans se recroqueviller. La préparation devient un rituel. Elle choisit une robe saphir taillée dans de la soie recyclée, un tissu autrefois destiné à une autre célébration, 10 ans maintenant, arrivé, sans excuse. Elle double le corsage de calme, l'ourlet de patience. Une maquilleuse pratique l'art tenue. Le miroir renvoie un visage qui appartient à son avenir plutôt qu'à son histoire. Kemi, la nouvelle assistante, joint les mains à cette vue et déclare que la ville devra bien se tenir. Le hall de l'hôtel sent le jasmin et l'ambition. Les caméramens composent avec politesse. La moquette a appris la soumission. Elle avale le son des talons. L'ancienne richesse courtise les nouveaux récits. Les politiciens admirent l'art. Les célébrités font semblant de ne pas travailler. Addis enregistre les stratégies sans les laisser l'enregistrer. Le plan de table la place près de donateurs dont les noms de famille ouvrent les portes comme des cartes magnétiques. Elle travaille lorsque nécessaire, guidant un retardataire avec la grâce d'une hôtesse dans un café qu'elle possède, confirmant les files d'attente du service d'un signe de tête, résolvant le mystère d'une palette d'enchères manquante avant l'offre qui compte. Elle les remarque comme on remarque un changement de temps. Chic et Amara arrivent en couple, cousus par la nécessité. Le smoking de Chic ressemble à un costume trouvé en coulisses. La robe d'Amara est une armure qui combat la lumière. Ils ont l'air plus minces, non pas à la manière des régimes, mais à la manière des jours qui rongent. Quand les yeux d'Amara croisent ceux d'Addis, la surprise éclate, suivie d'un respect qui a un goût d'envie en redescendant. Chic, s'approchant du bord de sa table, admire la coordination dans des remarques façonnées pour être innocente et échouant. Elle le remercie d'avoir remarqué le travail et se détourne pour consulter une liste de places qu'elle a en fait mémorisée. Un journaliste rôde avec la faim d'un renard près d'un poulailler. Il suggère un article d'intérêt humain, le triomphe après le chagrin. L'algorithme adore la rédemption. Elle sourit d'une manière qui décline sans animosité. L'histoire lui appartient, ainsi qu'à ceux qui l'ont payé en restant quand les jours sont devenus rudes. La vente aux enchères lève les palettes et les sourcils. Un tableau se vend au prix d'une modeste maison. Un week-end sur une île privée se vend au prix d'une voiture pratique. Les mains à la table de Chic se lèvent lentement, puis plus du tout. Addis observe et s'abstient de tout commentaire, l'observation suffit. Vers minuit, un toast rassemble la salle. Elle lève son verre et pense non pas à la vengeance, mais à la reconquête. Le droit de se tenir là où l'humiliation s'est autrefois tenue et de refuser de jouer son scénario. La nuit se termine sans feu d'artifice. Elle se termine par un signal qui bouge, une brise de l'eau qui pardonne la chaleur, et un téléphone qui se remplit de messages de collègues qui se traduisent par « tu nous as porté ». Elle les lit dans le taxi et laisse la fierté s'installer à côté de la paix. La danse du pouvoir le lundi apporte des emails qui marchent vite et parlent en point. Le gala s'est transformé en demande de renseignements, et les demandes de renseignements souhaitent devenir des contrats. Un directeur d'hôtel demande une proposition de partenariat. Une fondation veut un calendrier. Un client privé sollicite ses mains pour un 75e anniversaire qui doit être majestueux. Ngozi dirige le trafic comme un chef d'orchestre dont l'orchestre a enfin appris à écouter. Elle dit à Addis de choisir avec prudence. Dire oui est aussi une façon de se noyer. Addis choisit avec le calme de quelqu'un qui a survécu à la faim et ne mangera pas trop. Elle rédige une proposition qui se lit comme une musique transposée en tâches et en prix qui respecte à la fois le travail et le loyer. L'équipe s'agrandit pour inclure Kemi à plein temps, une junior avec un carnet de notes qui pourrait faire rougir un appareil photo. Addis lui apprend à lire les pièces comme les tailleurs lisent les épaules. Les visites de site et les petits triomphes s'accumulent. À Ikoyi, elles conçoivent une garden party où la brise transportera le parfum de la soupe au poivre sans décoiffer. À Yaba, elle réimagine un bureau pour un lancement qui doit paraître sans effort et dépensé avec soin. Les vendeurs commencent à l'appeler « Madame », sans ironie. Elle accuse la ville de vieillir tout le monde en titre. Le souvenir du gala persiste comme une eau de Cologne. Le pouvoir avait semblé moins une couronne qu'une veste qui lui allait enfin. Elle décide de tester cet ajustement en douceur.
Devant un café, Chic apparaît au bord de son après-midi. Il la salue sur le ton prudent de quelqu'un qui pratique l'humilité comme une seconde langue. Il dit qu'il l'a observée depuis les bords des pièces, qu'elle est devenue plus grande que l'histoire qui a autrefois essayé de la contenir. Il s'excuse en phrases qui blessent et se retire. Elle écoute comme on écoute un sermon avec le son coupé, saisit la forme mais décline l'appel à l'hôtel. Elle lui dit dans le langage de la météo, le respect est un climat, pas un bulletin météo. Ce n'est pas un événement que l'on met en scène quand les prévisions conviennent à sa coiffure. Quand tu as quitté l'hôtel, tu as incliné le climat dans notre maison et tu as appelé ça une brise. Quand j'ai ouvert cette porte d'hôtel, tu as appelé ça le timing. J'appelle ça de l'arithmétique. Il dit qu'il l'aimait. Il dit qu'il l'aime encore. Les mots arrivent non accompagnés par le travail. Elle répond par une phrase qui s'est aiguisée depuis que l'allée est devenue silencieuse. L'amour sans honneur est une cage aux barreaux de velours. Il tend la main vers elle et rencontre le vide. Elle a appris une nouvelle chorégraphie et elle n'inclut pas l'ancienne portée. Le plaidoyer se transforme en biographie. Un père qui mesurait la valeur par la provision. Un oncle qui appelait la romance un article de luxe. Un monde qui pardonne aux hommes qui se choisissent en premier temps qu'ils présentent le regret comme un bouquet. Elle entend les notes et refuse l'hymne. La peur, dit-elle, est un mauvais comptable. Elle étiquette à tort le vol comme de la survie. Tu n'as pas trébuché. Tu as visé. Il dit qu'il a tout perdu. Elle pense au mot « tout » et à son ambition insouciante. Elle pense au toit en tôle dénugue, à l'aiguille de sa mère argumentant la beauté dans un tissu tenace, au balcon de la gosse enseignant à ses poumons un nouveau travail. Elle dit « Tu as perdu ce que tu as choisi, j'ai gardé ce que j'ai reconstruit. » Il hoche la tête sans accord, comme un homme hoche la tête à la mer. Il demande un instant pour dire le mot « pardon », encore une fois, différemment cette fois. Elle lui donne l'instant et il ne parvient pas à inventer un nouveau sens. La sécurité se rapproche, non pas hostile, simplement pratiquant leur travail. Les épaules de Chic acceptent de partir avant que sa bouche ne le fasse. Il redresse une cravate qui ne négocie plus avec l'après-midi. Il dit qu'il prie pour qu'elle guérisse. Elle pense aux mensonges que nous racontons sur la guérison, comme si c'était une longue marche vers l'oubli. Elle préfère se souvenir avec précision et vivre quand même. Quand il s'éloigne, la ville reprend son plein volume. Un générateur bavarde. Un vendeur ambulant crie une réduction qui n'en est pas une. Kémy apparaît avec un dossier dans son visage calme et imperturbable. Addis prend le dossier, vérifie les reçus des fournisseurs et sent la stabilité revenir comme un cœur trouvant sa note. Le passé avait espéré un public. Elle lui a donné un couloir et une limite de temps. De retour à son bureau, elle rédige un email sur le linge de table et écrit une phrase qui lui plaît pour son ordinaire. Toutes les victoires n'ont pas besoin d'un tambour. Certaines arrivent déguisées en un après-midi qui refuse d'être volé. L'invitation l'email porte un accent net et une bannière bleue. Le comité d'une conférence internationale sur le mariage sollicite ses yeux, ses mains, son calendrier et son nom sur une scène sous des lumières qui ne clignent pas. Ils veulent une allocution sur la construction de la beauté à partir du chaos. Ils font allusion à des vols, un hôtel, une indemnité journalière, des applaudissements. Ngozi le lit en premier, sourit comme une femme qui a attrapé un poisson assez gros pour nourrir une rue, et dit que la ville a murmuré son nom à d'autres villes. La préparation devient un projet artisanal. Les diapositives refusent d'être fastidieuses. Elles tissent le processus en images. Des échéanciers qui se comportent bien, des budgets qui disent la vérité, des cartes de crise déguisées en liste de contrôle. Elle esquisse une philosophie et la garde modeste. La dignité comme pièce maîtresse, le plaisir comme ce que les invités privilégiés emportent chez eux, la logistique comme l'orchestre discret derrière les vœux. Nulle part elle n'écrit l'hôtel ou le coup à la porte. L'histoire vit dans les os de sa posture et n'a besoin d'aucune légende. Sur le lieu de l'événement, le climatiseur se comporte comme la vertu. Des organisateurs en belles chaussures et de meilleurs carnets se regroupent autour d'un café avec des noms. Elle rencontre une femme de Nairobi qui s'est frayé un chemin de simple fleuriste à un empire. Elle rencontre un homme d'Accra qui croit que les chaises peuvent faire ou défaire un mariage et se battra contre quiconque se moque de sa théorie. Ils échangent des ragots sur les fournisseurs comme des cartes de baseball, comparant les cauchemars d'importation et les victoires douanières. Elle se sent faire partie d'une guilde qui a appris à créer de la joie dans des délais serrés. Quand les lumières s'élèvent et que son nom se déploie dans la salle, elle monte sur scène sans auditionner pour la survie.
Le discours se déroule comme une robe qui a été coupée correctement la première fois. Elle parle de promesses qui conviennent, d'invités qui sont aussi des protagonistes, de refuser le spectacle qui humilie. Elle raconte l'histoire d'un générateur qui est mort au milieu exact d'une chanson d'amour et la décision de transformer les bougies en chorégraphie. Le public rit au bon endroit et prend des notes aux meilleurs endroits. Elle ne nomme pas ses ruines, elle nomme les maisons construites par la suite. Les questions arrivent avec des badges brillants. Comment gérer les familles qui traitent l'allée comme un parlement? Comment sauver les échéanciers quand les oncles s'emparent des microphones? Comment vendre l'élégance à des budgets qui pensent que la dignité est gratuite? Elle répond avec des exemples qui ont de la graisse sous les ongles. Elle sent le vieux tremblement se transformer en courant. Après que les applaudissements ont fait leur travail, les gens font la queue pour des poignées de main qui incluent de petites confessions. Une mariée qui a annulé un mariage et croit toujours aux fleurs. Une organisatrice dont le père pense que son travail consiste à déplacer des chaises. Un vendeur qui admet qu'il a appris les manières tardivement et la remercie d'avoir insisté. Addis entend des échos de ses propres détours dans chaque voix et les renvoie avec quelque chose qu'ils pourront faire demain. Le soir, les lumières s'adoucissent et la ville à l'extérieur des fenêtres entame son cœur. Elle retourne à sa chambre d'hôtel, s'assoit sur le lit dans le calme que le bon travail mérite, et se livre à une cérémonie privée, la gratitude sans spectateur. Son téléphone vibre avec des messages qui portent des émojis comme des confettis. Elle répond avec une joie mesurée puis met l'appareil dans un tiroir comme si elle bordait un enfant pour dormir. Au moment où elle éteint la lampe, le plafond n'est plus qu'un plafond, pas une carte d'inquiétude. Elle dort sous une couverture qui semble neuve car ce soir, le succès n'a pas eu besoin de s'expliquer à la douleur pour être réel. Le retour à la maison l'Harmattan a poudré Enugu en une version plus douce d'elle-même. Le bus la dépose dans une rue qui se souvient d'elle. Le marché argumente toujours de manière persuasive. Le manguier derrière l'ancienne maison tient ses promesses privées. Au portail, l'étreinte de sa mère arrive avec du talc, du poivre et le son que fait un cœur quand il décide qu'une journée est déjà bonne. Son père fait semblant d'être occupé avec un balai et échoue. Ses yeux trahissent la célébration et le soulagement à parts égales. Les voisins entament leur théâtre de bienvenue. La femme qui vend des bananes plantains dit que ses prix sont doux car elle respecte la résilience. L'homme qui a autrefois réparé le fer à repasser lui rappelle qu'il l'avait prévenu à propos de la gosse et rit quand elle convient qu'il avait à la fois raison et tort. Les enfants, catastrophiquement honnêtes, demandent s'il y aura du gâteau, car les mariés signifient généralement du gâteau. Elle répond qu'il y aura du puff-puff, ce qui est plus démocratique, et la cour approuve. À l'intérieur, la maison a gardé ses rituels. L'échiquier attend avec un faux à la dérive. Sa mère sort un pagne qui appartenait à sa grand-mère et l'enroule autour de la taille d'Addis avec la cérémonie d'une onction. Le déjeuner porte la couleur de la célébration sans l'annoncer trop fort. Il parle des saisons de papaye, de la politique de la chorale de l'église et de qui s'est marié avec qui le mois dernier. Personne n'ouvre le tiroir où se trouve le fantôme. Il suffit que le tiroir existe et soit fermé. En fin d'après-midi, elle parcourt les anciens chemins. La clôture de la cour d'école est plus basse que dans son souvenir, la rue plus étroite, le ciel plus proche. Elle s'arrête au kiosque où le propriétaire tient un registre des dettes et de la confiance, et il lui montre une page avec son nom effacé il y a des années. Il dit qu'il n'a jamais douté, et elle décide de le croire même si cette croyance est arrivée tardivement. À l'église, un gardien fredonne en empilant des chaises en plastique blanc en de petits monuments. Il la reconnaît d'un jour semblant et lui offre de l'eau sans commentaire. Elle boit et lui rend la tasse avec un merci qui signifie plus. Le soir est un conteur. Les tantes arrivent, portant scandale et ragoût. Quelqu'un apporte une photo d'un Noël d'enfance, deux sœurs en robes assorties, souriant avec toute l'arrogance de filles qui n'ont jamais connu le chagrin d'amour. L'image atterrit sur la table comme une leçon que personne n'avait accepté d'apprendre. Sa mère la regarde, puis sa fille, et dit que la vie est un tailleur. Elle reprend, elle relâche, et si tu restes immobile trop longtemps, elle te mesurera pour rien. Elle s'assoit dans la cour sous un ciel nettoyé par l'Harmattan. Son père avance un pion sur l'échiquier et dit que c'est un petit mouvement aux grandes implications. Addis sourit de la traduction. Elle ne demande pas de nouvelles d'Amara. Elle ne donne pas de bulletin météo de la gosse. L'amour comprend quels sujets doivent mûrir avant d'être cueillis. La nuit s'attarde avec bienveillance. Le générateur de l'autre côté de la rue s'endort en toussant. Dans son ancienne chambre, le plafond se souvient de son regard et choisit de ne pas le troubler. Elle s'allongeait, pour la première fois depuis trop longtemps,
sans le passer se comporter comme des meubles dans une pièce qu'elle a réarrangée elle-même. Le mot de la fin, la lettre arrive, pliée en deux et adressée de la main soignée, presque écolière, d'Amara. L'enfant d'un voisin la porte comme un oiseau qui se serait laissé attraper. Addis s'assoit sur le balcon, au-dessus du trafic de Lagos qui n'a aucune intention d'apprendre la courtoisie, et lit des lignes qui ont parcouru un long chemin pour devenir si brèves. Je suis désolé, dit la page, puis le répète sans adjectif. J'ai eu tort. Le reste du papier refuse tout ornement. Elle retourne la feuille comme si le verso pouvait délivrer une bourse de raison. Ce n'est pas le cas. Le balcon reçoit son expiration. Le pardon s'organise en quelque chose de pratique. Elle ne répond pas par des malédictions ou des bénédictions. Elle range la lettre dans un tiroir qui contient des chutes de tissu, des rubans à mesurer, un dé à coudre qui a appartenu à sa mère pendant une décennie et à sa grand-mère pendant 5. La compagnie lui convient. Le travail lui tend la main. Dans l'atelier, une robe sur un mannequin attend qu'on croie en une taille. Les cases du calendrier demandent de l'encre. Kémy envoie une photo d'une salle de bal correctement transformée et une note disant que la cliente a pleuré de la bonne manière. Ngozi transmet une opportunité d'une fondation qui finance des apprentissages pour les filles qui pensent que les ciseaux pourraient être leur passeport. La journée l'attend et elle aime être attendue par les bonnes choses. Le soir monte calmement. Dans la rue en contrebas, quelqu'un marchande le prix des ignames avec une endurance comique. Le saxophone d'à accent grave côté chasse une note et la tient. Elle pense aux 3 phrases d'Amara et à l'énorme travail qu'elles impliquent si elles doivent devenir une vie. Elle souhaite à sa sœur la chance tranquille des petits jours honnêtes, ceux qui transforment une personne d'instrument en main. Son téléphone s'allume une fois avec un ancien numéro et se calme quand elle ne le décroche pas. La ville bourdonne. Elle considère l'amour comme une pratique plutôt qu'un événement et se souvient d'un visage qui a été patient aux abords de ses nouveaux jours. Un collègue dont le rire coopère avec ses yeux, dont la gentillesse ne se surveille pas pour obtenir du crédit. Elle laisse la pensée exister sans lui assigner de tâches, comme on laisse une mère être une mère avant d'imaginer de l'ombre. À la fenêtre, elle se surprend dans le reflet. Pas une mariée, pas une soldate, pas un fantôme, juste une femme dont le travail dit la vérité. La bague qu'elle a rangée il y a des mois se trouve dans une petite boîte à l'intérieur d'une plus grande boîte, derrière une rangée de bobines de fil. Elle décide que lorsque le temps l'accueillera à bras ouverts, elle apportera la bague à un étal de marché où des hommes avec de petites flammes font changer de forme les histoires. Pour l'instant, elle dresse une liste. Terminer les notes de l'allocution pour le programme scolaire. Approuver le prototype floral. Appeler sa mère pour la soupe du dimanche. Envoyer à son père la photo d'un problème d'échec qu'elle comprend enfin. Mettre un réveil, dormir comme une personne qui a payé son loyer à la paix, se réveiller et continuer. Dehors, la ville dispose ses lumières comme une constellation qui a oublié qu'elle était autrefois brisée. À l'intérieur, la pièce retient son souffle puis le relâche. Le jour du mariage est devenu un chapitre qui ne se dispute plus avec la table des matières. Du balcon, elle nomme la leçon sans élever la voix. Le passé est une pièce avec une fenêtre, l'avenir est la rue dehors, la porte est ouverte. Je suis heureux que vous soyez arrivés jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à appuyer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.